tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 5e séance de psychothérapie sur l'anxiété sociale avec Madame A. Je vous encourage à regarder et écouter ces séances dans l'ordre pour une meilleure compréhension de leur contenu. Au cours de cette séance, ce qu'on cherche à identifier chez la patiente, ce sont les progrès accomplis depuis le début de la thérapie et le travail hors séance, l'élaboration, la manière dont elle élabore ses angoisses et ses difficultés en début d'entretien, l'humeur de la patiente tout au long de l'entretien. Je vous encourage à l'observer attentivement. La manière dont elle s'active, se réactive à l'évocation d'une situation problème, vous l'entendrez dans l'intonation de sa voix principalement et le rythme de sa voix, avec un impact donc immédiat au niveau émotionnel, débit de parole, et on perçoit bien l'activation neurobiologique dont on a déjà parlé à plusieurs reprises lors des entretiens précédents. Me concernant, il va s'agir d'explorer la plainte de la patiente quand elle est sur la réserve avec la technique des 4 R, reformulation, résumé, renforcement, recontextualisation. Également apprendre à décomposer son expérience avec les analyses fonctionnelles, puisque l'objectif d'une analyse fonctionnelle, c'est de décomposer l'expérience, mais il y a plein d'objectifs différents. On verra ça en fin de diapo, en fin de vidéo. Aujourd'hui, je vous expliquerai ça plus en détail. L'analyse fonctionnelle que j'ai choisie, c'est la grille CK de Jean Cotreau, qui est celle que je trouve personnellement la plus complète et celle que j'utilise le plus souvent, qui pour moi est la plus simple d'utilisation. On en fera 2. Vous comprendrez également l'intérêt d'en faire 2 plutôt qu'une sur une séance. En réécoutant cet entretien avec Madame A, puisque je les réécoute, je les découpe, je les anonymise, j'ai remarqué de ma part à moi un manque d'empathie envers les émotions de la patiente. Avec du recul, je me dis que j'aurais dû proposer en fait à un moment de m'arrêter sur ses émotions, et au lieu d'être focalisée sur la réalisation de l'exercice en cours, c'est-à-dire de remplir les analyses fonctionnelles absolument, et ça peut être mon défaut dans les thérapies, peut-être pas forcément le manque d'empathie en soi, mais par contre quand je suis lancée sur un exercice, souvent je focalise dessus et je pars un peu comme un TGV, alors que là, pour le coup, il aurait vraiment été nécessaire que je me pose quelques instants et qu'on s'arrête sur ces émotions. Également, noter la manière dont je peux en fait dédramatiser les problématiques exposées et la souffrance ressentie, chercher à la normaliser, non pas à la minimiser, mais à lui donner du sens. Pousser la patiente à tirer des conclusions elle-même de ce qui est expérimenté au cours de la séance à travers un travail collaboratif entre elle et moi. Avant de vous lancer dans l'écoute de cet entretien, je vous propose de vous saisir de la grille CK de Jean Cotreau, même de 2 grilles, si vous voulez les remplir au fur et à mesure de l'écoute. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez vous prémunir de ces analyses fonctionnelles en amont. Très bonne séance à tous, on se retrouve après l'audio. Bonsoir. Bonsoir. Là, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait 2 ou 3 semaines. Oui. Okay. On se voit aujourd'hui, on est à peu près à mi-chemin de la thérapie. C'est la 5e séance sur la dizaine dont on avait parlé. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on parte sur une problématique que vous avez rencontrée, un sujet particulier que vous vouliez amener aujourd'hui en séance, ou est-ce qu'on se sert de cette séance pour faire un peu le point sur les 4 premières? On peut, c'est vrai que j'ai pas trop d'idées. J'ai pas eu de problématique. D'accord. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous sentez en ce moment? Par rapport à tout ce qu'on a fait sur toutes les séances, je me sens plutôt bien parce que
J'ai même envoyé mes petits messages, tout ça, comme on s'était dit à la dernière séance. Donc, je me Ok. suis fait une bonne amie. Ouais. Et oui, donc c'est super. Je suis vraiment contente et je me sens vraiment beaucoup plus d'attaque par rapport aux gens d'extérieur, tout ça. Vraiment, je me sens D'accord. bien. Après, bon, niveau moral, bon, avec mon chéri en ce moment, ça va pas top, mais bon, voilà, ça n'a rien à voir avec nos séances par contre. Si c'est quelque chose qui vous perturbe, voilà, ça peut tout à fait faire partie de la thérapie. On peut faire une séance là-dessus. Ben, je me posais la question si c'était pas un problème qui est un petit peu lié. Je je sais pas trop. Un peu lié à quoi? Et vous savez, le fait que par rapport aux autres personnes, j'essaie toujours de me demander si, voilà, si, s'ils m'apprécient, tout ça. Et des fois, j'ai l'impression que je demande trop d'attention, en fait, envers mon conjoint. J'ai toujours l'impression que j'ai besoin d'être rassurée, en fait, aussi. Vous pouvez me Donc, donner un je exemple? sais pas. Vous pouvez me donner un exemple d'une situation qui s'est présentée? Par exemple, c'est la chose que je trouve le plus débile, c'est vraiment il va faire ses occupations et j'ai l'impression de plus exister, quoi. C'est la première fois que ça m'arrive en étant en couple. Et vous avez l'impression de plus exister. Oui, 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 je veux dire. Après, c'est vrai que quand il se met dans un truc, il est à fond, mais quand je prends du recul, je trouve ça normal. Moi, je veux dire, il n'y a pas de non-respect, rien, quoi. Je veux dire, il se met dans son truc, tout ça, et bon, ça peut durer longtemps. Par exemple, il va télécharger des musiques et du coup, j'ai l'impression voilà, que je suis, je sais pas, comme si j'existais pas. Vous pouvez m'en dire plus sur cette impression que vous n'existez pas, au niveau des émotions? Quelles sont-elles? Au niveau, si on peut décrire un peu cet état? Ben, je me demande si la personne a vraiment, si je vais vraiment loin, hein, si la personne a vraiment besoin de moi dans sa vie. Ouais, j'ai envie d'avoir de l'attention, de l'importance. Je vais aller dire un truc pour attirer l'attention. Oui. Et bon, du coup, il va faire l'effort de sortir de ce qu'il est en train de faire. Et ça va durer 2 minutes, ça va durer même pas, genre voilà. Et du coup, je me dis bon. Et je trouve ça au fond de moi tellement bête de ma part. Oui, ça c'est autre chose. Ça c'est l'étape d'après, c'est quand Oui, vous commencez à critiquer cet acte. Mais on va rester sur la situation, si vous êtes d'accord. La situation à l'instant T. Donc, il est occupé. Ok? Il est occupé. Vous avez le sentiment de ne plus exister. Donc, vous dites, est-ce qu'il a vraiment envie que je sois là? Est-ce qu'il a vraiment envie d'être avec moi lorsqu'il est occupé à faire quelque chose? Au niveau des, Au niveau des émotions, c'est quelle émotion qui est en jeu? C'est quel sentiment? j'ai envie d'avoir plus d'importance. Je sais pas si on peut le mettre dans la catégorie des émotions, l'envie d'avoir plus d'importance. On est plutôt dans une projection intellectuelle. J'aimerais que les choses soient autrement. Que c'est plus intellectualisé. Pour moi, on est toujours dans les pensées quand vous dites ça. Mm. Au Mais niveau de l'émotion, c'est pas triste, vexé peut-être, je sais pas. Plus vexé que triste. vous êtes vexé de quoi? De pas avoir d'importance.
D'accord. Donc, il y a aussi la pensée, on va dire la conviction, je n'ai pas d'importance. Mm. Et j'ai beau, parce que bon, j'ai compris que ça avait un rapport avec tout ce qu'on a travaillé, et j'ai beau travailler là-dessus, là, en couple, j'y arrive pas. Oui. En même temps, le couple, c'est très particulier, hein. Le couple, c'est vraiment le domaine de notre vie qui va cristalliser toute la mécanique infantile, celle dont on a parlé. Je veux dire, et ça peut s'observer dans le travail, ça peut s'observer avec nos enfants, ça peut s'observer avec nos amis, mais c'est vrai que le couple, c'est quand même assez particulier. Dans de très nombreux cas, euh, on retrouve dans ce domaine-là les problématiques, mais multipliées par 100 en Ouais. fait, par rapport à d'autres domaines. Ça me fait un peu penser ce que l'image que j'ai eue quand on a parlé de quand j'étais petite, que je restais dans ma chambre à jouer et que j'attendais que quelqu'un vienne, que ma maman vienne. Ça me fait un peu penser à ça en fait. Ok. On a parlé de vos pensées, donc je n'ai pas d'importance, il n'a peut-être pas envie que je sois là. On a parlé des émotions, de la tristesse et de la vexation. Vexation de quoi? Vexation du fait d'avoir la preuve que vous n'avez pas d'importance en fait, de vous le prendre en pleine Mm. figure. L'image que ça vous donne, c'est j'ai envie d'avoir plus d'importance. Et c'est l'image aussi de vous, enfant, qui jouez seul dans votre chambre et que c'était des souvenirs qui sont importants pour vous. En tout cas, qui sont quand même le noyau de... Mm. Enfin, on revient souvent à ça, en fait, à cette image. Oui. Mm. Quel est votre comportement? Bah, du coup, je peux aller l'embêter Mhm. en rigolant. Donc là, bah, voilà, il y a 2-3 minutes où il va rigoler et puis après, il va s'y remettre. Donc là, bah, du coup, oui, c'est soit. Je vais peut-être pas trop le refléter extérieurement parce que bah, j'essaye de pas. Parce que je m'en rends compte quand même, donc j'essaye Oui, de. Que ça soit pas trop. Mais c'est vrai qu'après, ça peut me mettre plus sur une mauvaise humeur. ok. Et la mauvaise humeur, c'est quoi exactement? L'agacement. Ouais, je dirais plutôt de l'agacement. Je vais être agacée par tout et rien. D'accord. Et cet agacement, il se traduit comment? Au niveau du comportement, si je vous voyais dans cet état, qu'est-ce que je verrais de vous? Ah bah, par exemple, si je cuisine et que je fais tomber quelque chose, je vais être énervée et à râler contre moi. D'accord. Et vous allez vous dire quoi à ce moment-là? Que tout m'agace et que je suis nulle. Tiens, on la connaît cette phrase. Oui. Ok, ok. Alors, on va prendre ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle. Voilà. Allez, je vais vous partager mon écran. Là, vous voyez mon écran, là? Oui. Ok. Donc ça, c'est une analyse fonctionnelle. Donc, c'est-à-dire que c'est un schéma qui va nous permettre de comprendre la mécanique qui s'est jouée pour vous dans cette situation. On va commencer par la situation, ici. Donc la situation, c'est mon conjoint est occupé à faire une Mhm. activité, quelle qu'elle soit. L'émotion, c'est de la tristesse et de la colère, mais colère sous forme, on va dire, plutôt légère, je suis vexée. La signification qui fait que je me sens vexée, je me sens triste, c'est que en fait cette situation me donne le sentiment de n'avoir aucune
importance. Oui. Ok, ça va, vous me suivez? Oui, oui. Les pensées qui vous viennent à ce moment-là, c'est est-ce qu'il a vraiment envie que je sois là? Est-ce qu'il a vraiment envie d'être avec moi? Mm. Les pensées, est-ce qu'il a vraiment envie que je sois là? Est-ce qu'il a vraiment envie d'être avec moi? Renvoie à l'image que vous avez décrite tout à l'heure, l'image de vous, enfant, qui jouait seul dans votre chambre, où vous pouviez vous poser, objectivement, ça serait compréhensible, la même question. Est-ce que ma famille a vraiment envie que je sois là, puisqu'il me laisse toute seule dans ma chambre et que personne vient me voir? Mm. Le comportement pour lequel vous optez, c'est d'aller lui demander un truc ou de l'embêter en rigolant. La conséquence, c'est que il va rester 2-3 minutes à faire à faire ce que vous lui demandez ou à rigoler avec vous et il va recommencer son activité de départ. Donc on va être à nouveau dans la situation. Mm. Ça, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. On l'appelle cercle vicieux à partir du moment où on fait le constat que votre comportement ne règle pas le problème. Mm. C'est ça. Ce qui serait intéressant, ça serait d'utiliser une autre situation qui n'a rien à voir avec votre compagnon, juste pour voir euh, qu'est-ce qu'on met dans les cases et aussi pour voir comment est-ce que ça peut, si on interpose les deux analyses fonctionnelles, est-ce qu'il y a des points communs? Par exemple, si je prends une situation passée, je ne sais pas si vous en avez une en tête. Une des premières que vous m'aviez rapportées, c'était je suis en soirée, ça se passe bien, et pourtant, même si les gens sont sympathiques, souriants, avenants, je me dis que, ça c'est la pensée, si je suis naturelle, alors je risque de me faire rejeter. Je ne sais pas si vous avez une situation plus précise en tête ou si vous voulez une autre situation. Non, cela est bien. C'est vrai qu'en plus, on avait travaillé dessus. Oui. J'avais rien noté de précis par rapport à cette situation, en tout cas pas de manière aussi détaillée. Donc si vous voulez, on va le faire ensemble. Oui, oui, oui. Ok. Donc si on prend la situation, je suis en soirée, les gens sont sympathiques, souriants, ça se passe plutôt bien. Quelles étaient les émotions à ce moment-là quand vous étiez parfois en souffrance dans ce type de situation? Quelles étaient les émotions qui entraient en jeu? Hmm. De suite, ça va être un peu de peur La peur de quoi? d'affronter la situation, justement. Et après, oui, ça va être plus de la triste. Ben, De la tristesse? un peu, parce que chaque fois, la tristesse de pas être à la hauteur pour être bien dans cette situation. Ouais. Donc de la peur et de la tristesse. La signification que ça a pour vous, c'est que vous n'êtes pas à la hauteur. Oui. Est-ce qu'il y a des pensées qui vous viennent dans ce type de situation ou qui vous venaient avant dans ce type de situation? Oui, je me disais que j'étais nulle et que, et que les autres, oui, pareil, les autres avaient pas besoin que je sois là ou pas, c'était pareil, quoi. Les Ok. autres avaient pas besoin de ma présence. Le fait de vous sentir nul et que les autres n'aient pas besoin de vous, quelle image ça pouvait vous donner? À quoi ça pouvait vous renvoyer comme image ou souvenir? Parce qu'il peut y avoir les deux.
dans cette case? Je dirais plus là, à l'école, pendant la récré. Ouais. Il se passait quoi à ce moment-là? Moi, je me mettais en retrait, du coup. Ou Donc, vous parlez de tout le... oui. Oui, que j'essayais de... peut-être de jouer et que j'arrivais pas à rentrer dans le cercle. Vous essayez de jouer avec les autres et ça marchait pas? C'est ça? Ou... Mais je l'ai pas fait beaucoup de fois, hein. D'accord. Et bon, après, bah, et du coup, je me mettais en retrait parce que les émotions étaient trop fortes, du coup, à ce moment-là. Ok. Lorsque on revient à la soirée, lorsque vous êtes dans cet état de tristesse, cette impression-là de ne pas être à la hauteur avec ces pensées, je suis nulle, ils n'ont pas besoin de moi, pour quel comportement vous avez tendance à opter ou vous aviez tendance à opter à ce moment-là? Va plutôt me mettre oui, en retrait et beaucoup moins parler. Retrait et ne pas parler, Oui. ou moins parler. Est-ce que vous remarquez entre ces deux situations, la situation avec votre compagnon qui est occupé et la situation de la soirée entre amis, est-ce que vous remarquez quelque chose qui soit identique? Hmm. Les émotions, un peu déjà, il y a de la tristesse des deux côtés. Oui, Et la pensée, et la pensée surtout, de sentir qu'on est, qu'on n'est pas important en fait. oui, Que si j'étais là ou pas, c'est la même chose pour les autres. oui. Et après, de se mettre un peu en retrait. Donc on voit que sur plusieurs points, la situation est différente, ça évidemment. Le comportement est différent. Pour le reste, il y a quand même une certaine forme de similarité. Les émotions sont assez similaires. La signification que ça a pour vous, je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas d'importance, on est quand même sur quelque chose d'assez similaire. Les pensées qui tournent autour de je suis nul, ils n'ont pas besoin de moi, assez similaire. L'image que ça donne de vous, le souvenir, on a cette similitude sur deux souvenirs infantiles de solitude et d'isolement chronique. Et la conséquence avec l'aggravation de votre état émotionnel, là aussi on a une certaine similarité. Donc Ouais. finalement, vous voyez, toute cette partie-là, elle est quand même relativement identique. C'est-à-dire que si on superpose les deux analyses fonctionnelles, on trouve quand même des Des points, solutions. des points effectivement très similaires, quelle que soit la situation. Du coup, ça questionne. Si la situation change et que votre interprétation, elle, ne change pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme constat? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ça? Je sais pas. C'est pas, c'est peut-être plus profond, je sais pas du tout. Certainement, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que comme je vous ai dit, comme je disais au début, c'est que j'y arrive à le faire maintenant pour quand je suis dans un groupe ou en soirée, j'y arrive Oui, plutôt facilement. oui, Et j'ai remarqué que c'était à peu près les mêmes. On pouvait assimiler les deux choses et que je pouvais, par exemple, me dire tiens, ça c'est un biais de pensée, tout ce qu'on a travaillé. oui. Mais j'arrive pas à me persuader en fait. Même en situation avec les amis, Non, ou... juste là dans mon couple. Non, D'accord, justement d'accord. maintenant avec voilà, Oui, c'est ce que j'arrive j'avais plutôt compris. bien. Oui, effectivement, c'est ce que j'avais compris.
Qu'avec vos amis, il y avait quand même un certain détachement émotionnel. Oui, j'y arrive plutôt bien. C'est Oui. bon, des fois pendant le cours du moment, il faut que je me redise, bon, Mhm. je me dis, allez, on se remet dans la conversation, tout ça. Oui. Et pratiquement 80% du temps, je me dis plus, oh tiens, j'ai pas d'importance et tout, non. Vraiment, je dis 80, peut-être un peu plus. D'accord. Là, c'est vrai qu'avec mon conjoint, des fois, je me dis, tiens, c'est un peu le même schéma. Et je me dis, bah, il faudrait appliquer la même chose. Et ouais, ça me vexe beaucoup plus, en fait. J'essaye, voilà, d'appliquer tout ce qu'on a vu. Et c'est compliqué parce que Oui. je suis vexée, en fait. Oui. Je me dis, oui, mais c'est comme ça et c'est pas autrement, quoi, je veux dire. Mhm. En tout cas, effectivement, c'est une très bonne chose que vous ayez fait ce constat qu'en société, dans votre vie sociale, il y a quand même une amélioration. Ça veut dire que vous êtes tout à fait capable d'utiliser certaines techniques de diffusion avec les pensées qu'on a appris ensemble. Donc ça, c'est très très positif. Maintenant, le fait que ça soit particulièrement plus difficile, voire peut-être même parfois impossible à mettre en place avec votre compagnon, c'est plutôt normal. Et moi, ça ne m'alerte pas du tout. Je trouve ça tout à fait normal parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le couple, c'est quand même un pan de notre vie qui cristallise toutes les blessures infantiles. Voilà, le couple, c'est vraiment quelque chose de très sensible au niveau des blessures du passé. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que vous y arriverez jamais, mais ça va demander plus de temps et un travail un petit peu plus approfondi. Donc c'est super que vous ayez proposé cette situation-là, parce que ça permet aussi de continuer à travailler en profondeur par Mm. rapport à ça. Ça me Et faisait penser à oui, ça, donc. oui, oui. Mais là, vous voyez que les problématiques sont les mêmes sur une situation passée et sur une situation actuelle. Ça veut dire que même si on a réglé le problème en surface ou un peu plus profondément, on a réglé le problème dans la vie sociale, la blessure, elle est toujours là parce que vous continuez à Mm. interpréter les choses sous l'angle de je suis nul, je n'ai pas d'importance, euh, il n'a pas besoin de moi, il a peut-être même pas vraiment envie que je sois là, il a peut-être même pas vraiment envie d'être avec moi. Mm. C'est ça. Mais ça, c'est votre histoire. C'est votre histoire qui parle, vous voyez. Mm. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, vous en êtes rendu compte toute seule que ces phrases, on les avait déjà entendues. Je suis nulle. Oui, Ça veut dire qu'on oui. revient toujours à ça. Et c'est vraiment le. Voilà. Mm. On tourne toujours autour de cette même problématique. C'est pas du tout grave de tourner autour. Ça montre que euh, il faut qu'on le travaille. Mm. Vous vous souvenez quand je vous avais proposé de faire sur une échelle de 0 à 10, à combien vous estimez la croyance que vous êtes nul, que vous n'avez pas d'importance? Bah, du coup, je pourrais donner deux notes. Il y a nul et pas d'importance. Oui, oui. Parce que des fois, je me dis, être nul, ben, quelqu'un peut ne pas avoir de l'importance alors qu'on n'est pas nul. Mhm. Enfin, pas d'importance, ça peut monter à 7 ou 8 des fois. Si vraiment, D'accord. après, ouais, nul, ouais. Ça va pas augmenter beaucoup, ça va être peut-être 5, mais c'est vraiment le D'accord. fait de pas avoir d'importance. D'accord. Et là, du coup, je vous repose la question, dans l'instant où on se parle, au jour d'aujourd'hui, à combien vous croyez en cette pensée que vous n'avez pas d'importance? Sur une globalité, je vais plutôt dire du coup 5, D'accord. parce que Pourquoi vous dites pas 10 sur 10?
Par rapport à moi, personnellement, tout le chemin que j'ai fait dans mon travail, et puis, ouais, c'est plutôt du côté de mon travail. Je sais Mm. que là, j'ai beaucoup d'importance aux yeux des autres personnes. Et dans votre vie de couple ou votre vie privée? Bah, du coup, ça va être son comportement envers moi qui va me prouver le contraire, que j'ai de l'importance. Ah, donc, donc c'est-à-dire qu'en fait, à la phrase je n'ai pas d'importance, les contre-arguments dans votre vie professionnelle, ce sont des choses que vous faites vous, que vous avez accomplies vous, alors que dans votre vie privée, les contre-arguments, c'est le comportement de l'autre envers moi qui va me prouver que finalement j'ai de l'importance. C'est bien Mm. ça? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Un petit peu. C'est clair que c'est la vision de l'autre qui me porte de l'importance. Oui. Disons que pour le travail, les arguments, ils vous concernent vous personnellement. Je sais que j'ai de la valeur parce que j'ai accompli ceci, parce que j'ai fait cela, parce que j'ai été courageuse. On parlait beaucoup de courage il y a quelques séances en arrière. Que je suis courageuse, j'ai osé, j'ai entrepris des choses. Donc on est vraiment sur des valeurs intrinsèques. Mais dans la vie de couple, on est sur c'est l'autre qui me donne de la valeur. C'est l'autre qui me prouve que j'ai de la valeur dans la vie privée. Mm. C'est ça, oui. Pour moi, c'est la raison principale pour laquelle ça ne marche pas. Mm. Je pense aussi, ouais. Parce C'est que, des fois, j'ai l'impression de ne pas avoir mon. Ouais, je vous ai dit, des fois, je passe beaucoup de temps toute seule. oui, Donc là, je fais ma vie. Bon, des fois, je m'ennuie un peu. Voilà, hein, comme beaucoup de gens qui pourraient être tout seuls. Et je fais ma vie, machin. Et quand il est là, et pourtant, il fait rien pour m'empêcher, au contraire, de faire des choses, mais j'ai l'impression que. Et ça, j'ai horreur de ça. Je m'en suis rendu compte, mais je sais pas comment faire autrement. J'ai l'impression que je suis. Comment dire? Comme un calque. Je suis désolée, c'est ce mot qui arrive. non, ne soyez pas J'ai désolée. pas ma propre. Je vais pas faire des choses que je vais faire quand je suis toute seule. Oui, Je vais pas faire mes papiers. Je vais pas lire un livre. Je me calque sur ce que lui va dire. Bon, on fait ça. oui, Du coup, j'ai compris que par exemple, quand il faisait ces trucs, bah moi j'étais du coup, bah j'avais plus rien à faire en fait. oui, Et des fois, j'essaye de me dire bon, bah qu'est-ce que tu aurais fait? Mais j'ai même pas envie de le faire. oui. Bah, ça, je me suis déjà rendu compte. C'est comme un calque. Ouais, je vais attendre. Oui, et du coup, on comprend aussi votre phrase, votre, votre discours du tout début de l'entretien. Si vous fonctionnez comme un calque, ben, dès que lui, il est occupé à faire quelque chose en toute autonomie, ça pose la question, mais en fait, Moi, je sais à quoi. voilà, je sers à quoi? Vous disiez au début de l'entretien, je ne l'ai pas noté, mince. J'ai l'impression de ne pas exister. Mm. C'est ça, je crois que vous avez dit. Ah ouais, ouais, c'est. Parce que le calque, il n'existe, enfin, il n'a d'utilité que parce qu'il a un modèle. S'il Mm. n'y a pas de modèle, Ah effectivement, on ouais. peut se demander à quoi sert un calque, en fait. Mm. Ouais, c'est exactement ça. Et pourtant, quand je suis toute seule, bon, voilà, il y a des moments où je m'ennuie, mais je fais pas mal de choses, quoi, toute Oui, seule. oui, mais en même temps, là, il y a pas cet élément qui Mm. vient de l'extérieur, euh, Mm.
quand vous êtes seul, je trouve que c'est très bien que vous ayez cette autonomie, mais vous n'êtes pas dans des conditions non plus qui vont vous mettre en difficulté. La présence de votre conjoint, et notamment quand il est occupé, là, à ce moment-là, il se joue des choses qui ne se mettent pas en route lorsque vous êtes seul. Mm. Là, je le ressens, c'est pesant un peu dans notre couple, parce que, et encore là, j'ai un petit peu, grâce, je pense, à toutes nos séances, j'ai essayé d'être plus moi-même quand on est tous les deux, et ça fait du bien. Oui. Moi, je veux dire, je vais dire, bah tiens, on va aller se promener, on va faire ci. Je ressens que ça lui fait du bien, en fait. Oui. C'est, ah oui, oui, de suite, j'attends pas. Oui. J'aimerais vraiment être beaucoup plus moi-même, naturelle. Oui. Donc vous sortez de cette position d'être dans l'attente parfois et vous proposez des choses qui vous font plaisir d'abord à vous. Très récemment, hein. Oui, mais c'est Vraiment, super. là, C'est super. 2 semaines. Moi, il est rentré il y a une semaine. Il y a une semaine, hein. Oui. Donc, je pense, oui. D'accord. À nos séances, ça m'a fait du bien, mais je le remarque que c'est bien, tout le monde est content. Il y a des fois où je vais vraiment. D'accord. Ça passe pas. Oui. Bon, après, c'est une amélioration, ça arrive petit à petit, soyez patiente, ne soyez pas trop critique envers vous-même surtout, parce que ça prend du temps. Je veux dire, ce sont quand même des schémas de fonctionnement qui sont ancrés chez vous depuis longtemps. Ouais. C'est sûr qu'on a fait 4 séances, c'est la 5e aujourd'hui, mais j'ai pas la prétention de dire qu'en quelques séances, on va partir à 180 degrés en sens inverse, vous voyez? Non, non, bien sûr. Oui. Ça prend du temps, ça demande beaucoup de patience, de persévérance, mais surtout ne soyez pas trop dur avec vous parce que moi je suis persuadée, je suis convaincue que vous allez y arriver. C'est juste que ça prendra un peu plus de temps. Moi, ce que je vous conseillerais, alors il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais vous faire travailler d'ici le prochain rendez-vous, sachant que j'aimerais bien qu'on les éloigne un petit peu pour que vous puissiez avoir un peu plus de temps aussi pour le faire. Oui, d'un côté, tant mieux, comme ça. Je pense que ça va pas aller aussi vite que. Oui, ça prendra un peu de temps, donc c'est vrai que là, si je vous dis ça et qu'après je vous donne un rendez-vous dans une semaine, j'ai l'impression d'être un peu en contradiction avec ce que je viens de vous dire en fait, vous voyez? Là, c'est vrai. Alors, ce que je vous proposerais, ça serait de refaire cet exercice de l'analyse fonctionnelle. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle situation, ça peut même être des situations joyeuses, ou neutres. On n'est pas obligé de partir que sur des choses négatives, mais de remplir les cases, d'en faire peut-être 3 ou 4, des analyses fonctionnelles, sachant qu'il peut y avoir aussi, ici, il peut y avoir l'anticipation de la situation qui peut entrer en compte aussi dans l'analyse. Ok, vous pouvez remplir ces cases-là sur le modèle de ce dont on a parlé. S'il y a des cases qui sont difficiles à remplir, c'est pas grave, ne prenez pas la tête, c'est pas une question de performance. Et si jamais ça vous intéresse d'aller encore un peu plus loin, pour chaque situation, vous pouvez vous questionner sur quelles sont les distorsions cognitives qui sont en jeu. Quand je me dis « ils n'ont pas besoin de moi », par exemple, ça serait quoi? Ou « il n'a pas besoin de moi », il n'a pas envie que je sois là. C'est la pensée à la place des autres. Et la lecture dans pas les les mots. pensées. Oui, voilà. C'est ça. La lecture dans les pensées, exactement. Le schéma de pensée qui serait des règles rigides en si alors ou en croyance irrationnelle, il faut, je dois. On pourrait dire si il ne reste pas avec moi, alors c'est qu'il ne m'aime pas vraiment, par exemple. Je donne un exemple, mais après c'est à vous de verbaliser avec le plus de justesse possible ces schémas de pensée. Et après, il y a le schéma de personnalité, où là, on est plutôt de l'ordre du manque affectif. Ils n'ont pas besoin de moi, ils ne m'aiment pas. Ou alors, on a aussi le schéma d'imperfection. Je suis nulle, je n'ai aucune importance. Oui. Dans tous les cas, ce sont des schémas de personnalité qui mettent au premier plan la sécurité de l'attachement aux autres. La sécurité de l'attachement, elle est mise en danger dans la manière en fait dont vous interprétez ces situations et
tout ce qu'on voit autour, quand on fait l'analyse fonctionnelle, on est vraiment dans les schémas de personnalité dans lesquels la relation d'attachement à l'autre est en danger, en fait. Et c'est ça qui vous fait souffrir. Donc si on veut aller plus loin, on peut aussi approfondir sur ces 3 plans-là. Distorsion cognitive, schéma de pensée, schéma de personnalité. Oui. Ça va, c'est clair pour vous? Oui, parce que ça reprend un peu aussi les séances qu'on a fait Oui. avant. Oui, Ouais. oui. C'est vrai que comme on a fait ça avant, du coup pour vous c'est un peu plus clair, vous savez de quoi on parle, vous connaissez l'utilisation de ce charabia de psychologue. Même si je me dis ça va être plus dur à faire, mais... Alors, vous pouvez complexifier comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas, comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les cases, mais au moins avec ce fichier-là, vous avez tout sur une seule feuille. Comme ça peut permettre quand vous vous poserez pour écrire, d'avoir tout ça organisé de cette manière-là. Voilà. Vous seriez OK pour essayer d'en remplir quelques-unes? Oui. Ouais. Oui, ce serait bien, oui. C'est un bon exercice qui va me faire du bien, je pense. Ok. D'accord. Et puis moi, ce que je vous encouragerais à faire, parce que là, on est sur la partie plutôt intellectuelle, mais il y a aussi la partie passage à l'action. Évidemment, c'est de continuer ce que vous avez déjà commencé à entreprendre avec votre compagnon, c'est d'être vraiment dans la proposition de faire des choses ensemble, mais que cette proposition de faire des choses ensemble puisse aussi laisser de la place à... Il a aussi le droit de faire des choses sans moi, même si je suis là. Comme un contrat entre ce que je prends pour moi et ce que je lui laisse. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Est-ce que vous seriez d'accord, par exemple, de fixer une durée de temps qu'il pourrait passer seul sans que vous en soyez vexé ou triste? Oui, je peux. Ça serait combien de temps et à quelle fréquence? 1 heure. Ok. Je pense réussir. Oui. Et 1 heure, ça sera à quelle fréquence? Après, ça peut être 1 jour sur 2. 1 heure, 1 jour sur 2. Ok. Après, bon, il y a des moments où je vais quand même faire d'autres choses, donc... Alors, on peut dire 1 heure, 1 jour sur 2, plus tous les moments où chacun va être occupé à faire autre chose. Oui. Ok. Après, ça fait un peu, voilà, la personne qui veut... quand elle n'est pas occupée, elle veut de l'attention, quoi. Mais bon, c'est sur ça qu'il faut que je travaille. Oui. 1 heure quand je suis pas occupée, voire 1 heure et demie, oui. Ok. Ça peut dépasser un petit peu mon... 1 heure, mais c'est pas rigide, ça peut être 1 heure et demie, sans que ça génère tout le fonctionnement qu'on a décrit ensemble, qui est assez vicieux dans le sens où on rentre dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que ça aggrave votre souffrance au départ, plutôt que ça ne l'apaise. Oui. Est-ce que vous seriez d'accord d'en discuter avec lui de ça? Comme oui, bien sûr. Oui. Un contrat entre vous, sur le fait que parfois ça vous fait souffrir et que peut-être vous le travaillez de votre côté, mais ça vous ferait du bien que ça soit cadré ce temps pour que vous puissiez aussi... oui, je pense qu'on peut en parler, ça c'est sûr, ouais. Parce que l'idée c'est de vous apaiser sur le fait que si les règles sont fixées, vous n'avez pas besoin d'être dans l'attente. Vous savez que c'est 1 heure, vous savez que c'est 1 heure et demie, et qu'ensuite vous allez passer un moment ensemble, regarder un film, faire des câlins, voilà, avoir un temps pour avoir de l'affection, pour donner de l'affection et être ensemble. Oui, je pense. Hein. Ok. Bon, je pense que c'est déjà pas mal. Si ça vous va, on peut partir là-dessus. Oui, c'est vrai. Je pense pas qu'on allait parler de tout ça. Je suis contente. C'est très Mettre intéressant. des mots sur ses ressentis, ça fait du bien.
Bon, et ben bon travail à vous alors. Merci. Si, au revoir. Au revoir. On se retrouve donc pour la conclusion et les points à retenir. Premièrement, un point sur les angoisses existentielles de la patiente. Elle explique avoir le sentiment de ne plus exister. Est-ce qu'il a vraiment besoin de moi, en parlant de son compagnon? Comme à la séance dernière où nous parlions d'angoisse existentielle lorsque Madame A expliquait que le temps passe vite. Ici, c'est l'évocation d'une situation douloureuse pour elle qui a généré un sentiment de ne plus exister. On est donc toujours dans ces angoisses existentielles associées à une peur de se rendre compte à quel point on est inutile, à quel point elle est inutile aux yeux des autres. Donc on retrouve également l'utilité sociale qui a déjà été abordée à la séance 3 sur la diffusion cognitive. On avait identifié que ça venait d'un déficit de compétences et d'autonomie, comme c'est souvent le cas chez les dépendants affectifs, d'ailleurs, comme Madame A. Décomposer l'expérience permet d'avoir une vue d'ensemble de son fonctionnement, permettant de regarder son fonctionnement avec un peu de hauteur, sans chercher à changer quoi que ce soit. C'est vraiment le mécanisme de diffusion que l'on retrouve dans la troisième vague des thérapies cognitives et comportementales. Et vous remarquerez que moi, étant spécialisée dans la troisième vague des thérapies cognitives et comportementales, souvent en tant que thérapeute, je me positionne à un endroit où je n'essaye pas de faire changer la patiente. Il est très rare que je fasse de la restructuration cognitive, de la reformulation des pensées. Je vais plutôt avoir tendance à placer la patiente avec un peu plus de hauteur, d'avoir une observation d'un fonctionnement automatique. Et ça, moi, je crois profondément que c'est très thérapeutique et ça permet d'avancer de manière productive dans la thérapie. Comme lors de la séance dernière, la patiente reconnaît que ce qui lui manque pour avancer, mais c'est normal hein, car nos automatismes et nos résistances ne s'arrêtent pas en claquant des doigts au bout de quelques séances de thérapie. Madame A a une trentaine d'années, il faut savoir qu'il y a à peu près 30 années de conditionnement derrière elle aussi. Donc c'est normal de reconnaître aussi qu'il lui manque encore des choses pour avancer, même quand on est à la séance 5. Ces choses-là, ce sont son manque de prise d'initiative, même chose qu'à la séance dernière, sa tendance à acquiescer à tout. Tiens, on le retrouve avec moi dans la relation thérapeutique, on le retrouve aussi avec son compagnon. Je vous le disais lors d'une séance précédente, attention, le thérapeute est le miroir des autres. Donc ce que je retrouve avec moi, je le retrouve avec moi en tant que thérapeute, je le retrouve potentiellement avec d'autres personnes dans son quotidien. Donc là, il s'agissait de sa tendance à acquiescer à ce que son compagnon propose au lieu de proposer elle-même les activités qui lui tiennent à cœur. La présence de nombreuses pensées interdisant le changement et les distorsions cognitives, ça c'était une séance précédente, on les retrouve encore aujourd'hui à la séance 5. Et on continue, la patiente continue à interpréter les choses de manière automatique qui empêche d'élaborer des possibilités de changement puisque le flux attentionnel n'est plus disponible pour créer de nouvelles façons de percevoir les choses. Donc, comme je vous le disais, même si on en est à la séance 5, on s'aperçoit qu'on commence à être redondant dans les prises de conscience. Et ça aussi, c'est thérapeutique parce qu'en disant « Ah bah oui, c'est vrai, on l'a déjà dit », en se disant à soi-même « Ah oui, c'est vrai, ça fait 3 fois qu'on travaille », c'est une partie aussi du travail sur la motivation au changement. Donc, il n'y a aucun problème à répéter les mêmes choses. On retrouve toujours, enfin moi j'ai remarqué en tout cas en tant que thérapeute qu'on retrouve toujours des points communs entre les analyses fonctionnelles et c'est justement ça que je cherche à mettre en lumière pour faire prendre conscience à Madame A ses interprétations et comportements automatiques des événements de sa vie sous l'angle de la souffrance infantile qui se réactive à l'identique. Ici on retrouve des ressemblances ou des similitudes autour des émotions, des significations, des pensées, des perceptions de la situation, des souvenirs infantiles qui sont liés, des conséquences, les émotions ressenties, je l'ai dit, chez Madame A. Ça fait quand même beaucoup.
On retrouve beaucoup de points communs entre ces deux analyses fonctionnelles qui pourtant sont réalisées sur deux situations qui représentent deux domaines différents de la vie de Madame A. Un moment à la maison avec son compagnon et une soirée entre amis. Avec des pensées qu'on a déjà entendues plusieurs fois, telles que je suis nulle, je n'ai pas d'importance, ils n'ont pas envie que je sois là, etc. À ce sujet, en fait, pendant cette séance 5, je n'ai pas expliqué à la patiente durant l'entretien l'intérêt d'utiliser une analyse fonctionnelle. Donc, je le ferai à la séance 6 avec un peu de retard, mieux vaut tard que jamais, mais j'aurais dû le faire à la séance 5. Donc, je vais quand même vous l'expliquer ici avec cette diapo. L'intérêt d'utiliser une grille d'analyse fonctionnelle, c'est tout d'abord de décomposer l'expérience qui a été vécue. Comprendre qu'une pensée également est une pensée, qu'une émotion est une émotion, et de relier les différentes composantes entre elles pour comprendre comment elles interagissent et leurs conditions de déclenchement afin de permettre aux patients de bien comprendre comment ils fonctionnent de manière globale. L'intérêt de l'exercice, en tout cas pour moi, c'est comme ça que j'utilise les analyses fonctionnelles dans ma pratique, c'est de remarquer à travers plusieurs remplissages qu'il y a des points communs dans nos représentations. Il y a des points communs dans nos représentations, dans nos interprétations, nos anticipations ou encore dans nos comportements. Ça pourrait être le point de départ du changement vers moins de rigidité et plus de souplesse. Ce sont les fondements de la thérapie ACT. Sachant que la patiente avait déjà eu une mini formation aux distorsions cognitives, règles rigides, schémas de pensée, schémas de personnalité. Je dis mini formation parce qu'on en avait brièvement parlé et puis elle a également le travail hors séance. Je me suis permise d'ajouter à la grille initiale pour son travail à elle ces points-là. Distorsion cognitive, règles rigides, schéma de pensée, schéma de personnalité. Parce que je pense qu'elle est tout à fait capable d'aller faire ce travail introspectif, mais qui en soi est extrêmement approfondi et chronophage et énergivore. Voilà. Mais pour aller plus loin dans l'introspection, vous savez qu'avec certains patients qui ont envie vraiment de décortiquer leur fonctionnement, vous pouvez ajouter ces points-là au travail hors séance. Dans les conclusions et points à retenir, il y a également que le regard de l'autre impacte directement l'estime de soi. C'est le fonctionnement qu'on retrouve chez les dépendants affectifs, tout simplement. On remarquera qu'il est normal d'arriver à un effet plafond dans les progrès observés. Certains objectifs demandent plus de temps, plus d'entraînement. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et n'oubliez pas qu'il y a autant d'années de vie que d'années de conditionnement derrière vous. Donc, patience et persévérance sont des vertus de la pleine conscience, mais sont des vertus aussi que tout un chacun doit développer aussi vis-à-vis de soi, d'autant plus quand on est dans une démarche de changement. N'oubliez pas qu'il n'y a rien de plus dur dans la vie que de changer. Malgré quelques résistances au changement, automatisme de pensée, autocritique, réactivité émotionnelle forte, Madame A montre toujours un désir important de changement et elle le manifeste. Une grande motivation à mettre les choses en place et une compliance dans la thérapie, ça c'est très positif. Pour le travail hors séance, je lui demande de remplir elle-même des analyses fonctionnelles. Si c'est trop difficile les analyses fonctionnelles, faites les colonnes de Beck. Et en fonction de l'avancée du patient, dans sa capacité d'introspection, dans sa compréhension de son fonctionnement, vous pouvez lui proposer de faire le lien avec les distorsions, les règles, les schémas de pensée ou de personnalité. Soyez souple, essayez d'adapter toujours au patient et à son niveau d'évolution dans la thérapie. Continuez de prendre des initiatives concernant les activités communes avec son conjoint. Écoutez la séance, évidemment. Et si elle le souhaite, si on a besoin, visionnez la vidéo, le cours vidéo sur l'analyse fonctionnelle. Si elle a besoin
d'avoir plus d'informations sur comment est-ce qu'on remplit une analyse fonctionnelle. Ça ne sera pas le cas, elle n'en aura pas besoin, mais ça aurait pu être donné en travail hors séance. Également le schéma d'imperfection, puisque le schéma de personnalité qui est le plus au premier plan dans cette séance-ci, c'est vraiment le je suis nul. Et le je suis nul, c'est le schéma d'imperfection. Les références bibliographiques qui ont permis de construire cette séance-ci, en fait, directement ou indirectement, c'est à travers ces informations-là que je me suis basée pour réaliser cette séance. Vous pouvez les trouver en cliquant sur Afficher plus sous la vidéo. Et enfin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux YouTube, Facebook, site internet de la PHM, newsletter, toujours en tapant la psy du soleil comme mot-clé pour nous retrouver. Très bonne journée à tous et on se retrouve pour la séance suivante.